Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Nous accueillons ce soir, comme vous le savez donc, Madame la députée Sandra Rigol. Bonsoir. Je vais d'abord vous faire une courte présentation de qui est Madame la députée qui est avec nous ce soir. Un court résumé de sa carrière. Donc, de 2016 à 2019, Madame Rigol était porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Puis, depuis le 30 novembre 2019, vous étiez secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, jusqu'à ce que vous ayez été élue députée de la première circonscription du Bas-Rhin depuis le 22 juin 2022. Merci d'être venu ce soir. Vous connaissez un peu déjà l'IEP de Strasbourg, car vous en avez occupé une fonction pendant quelques années. Et encore une fois, merci d'être là. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Effectivement, j'ai travaillé dans les anciens locaux pendant 4-5 ans à la communication. Et donc, c'est très drôle de revenir ici, pas pour faire les affiches sur ce forum, mais pour venir interagir avec ce forum. C'est assez amusant. Avant de devenir porte-parole nationale, j'ai fait 2-3 trucs, comme monter Europe Écologie Les Verts en Alsace, par exemple, et particulièrement à Strasbourg. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui et avec une écologie vivante et vivifiante localement. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la députée. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer cette conférence qui traitera donc de la démocratie face aux enjeux climatiques. Alors l'idée ce soir, c'est d'interroger les forces et les faiblesses du mode de gouvernement démocratique vis-à-vis de la lutte écologique que vous défendez chez Europe Écologie Les Verts. Alors, il y a une première incompatibilité sur le plan théorique ou conceptuel qui nous a sauté aux yeux avec Alice. C'est celle entre le principe de majorité et le besoin de consensus inhérent à la démocratie face à la nécessité d'une action immédiate en faveur des intérêts écologiques que vous défendez. Alors par exemple, le système démocratique français, que ce soit la durée du mandat politique, le processus législatif, la durée du mandat politique, le processus législatif, ou encore les modalités d'élection, l'horizon est toujours court-termiste. Alors ma question ce soir, c'est de savoir si finalement il n'y a pas une contradiction insoluble entre ce temps politique qui suit les impératifs court-termistes et le temps environnemental qui a un besoin d'action à long terme. Je crois qu'il faut parler vraiment avec le micro là. Et l'autre truc, c'est d'avoir un carnet comme ça s'envole pas à chaque fois. Les carnets sont très très vite. Voilà, je donne des trucs pour vos prochaines interventions orales. C'est pas un petit truc, parce que quand on a le trac, la feuille ça vibre, le carnet ça vibre. Plus sérieusement, je crois qu'il faut recadrer le débat et pas confondre les mots. Là, dans ce que vous venez d'expliquer, vous confondez écologie et environnement. L'environnement, ça fait partie des luttes écologistes. C'est la lutte pour la justice sociale et environnementale. Mais si on confond écologie avec environnement, on passe à côté de ce qu'est l'écologie, et particulièrement l'écologie politique. Et donc on cantonne, en gros, à la défense des fleurs et des petits oiseaux, qui fait certes partie de nos combats, mais qui ne peut pas s'éliminer. Et effectivement, il y a une notion de temps long dans l'écologie. Mais comme ça ne se limite pas à l'environnement, il y a aussi une notion de temps court. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'aujourd'hui, alors que les factures d'électricité explosent, eh bien, ce ne soit pas le cas demain. Comment est-ce qu'on investit de l'argent, je vais dire investir, pour faire en sorte que demain, vous ayez des emplois à la sortie de cette formation, par exemple. C'est penser tout ça. Et donc, évidemment, ça ne rentre pas tout à fait dans les codes habituels, ni de la politique classique, le champ de la gauche, le champ de la droite. C'est toujours un peu difficile de savoir où sont les écologistes qui prônent plutôt le développement des entreprises, par exemple tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, le secteur des petites entreprises et qui revalorisent également le secteur de l'industrie qui est décrépit en France et qui est nécessaire de reverdir. Et ça, c'est plutôt des marqueurs qu'on va retrouver à droite. Et puis, de l'autre côté, on a des valeurs sociales chevillées au corps, puisque l'histoire de l'écologie politique et l'histoire de l'écologie contemporaine, elle s'inscrit dans le champ des valeurs de la gauche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons une coalition avec les partis de gauche à l'Assemblée nationale. Et donc, notre question, c'était comment est-ce qu'on fait
pour mettre en corrélation l'immédiateté et le nécessaire consensus qu'il doit y avoir autour de ces grands changements, si j'ai bien compris. Et bien c'est là où est toute la question. On a une société qui a pris conscience du réchauffement climatique, de ce que ça engendrait. On a vu cet été, il y a eu certes les chaleurs, mais il y a eu les premières conséquences, les difficultés d'accès à l'eau. Le fait qu'on a des endroits en France où les gens se battent, littéralement, physiquement, pour accaparer des zones d'eau entre les paysans d'un côté, et alors c'est pas les paysans bio du coin qui accaparent l'eau, je précise, et les habitants qui n'ont plus accès à l'eau. On a les super-feux qui se multiplient, on a les maladies qui s'enveniment, des maladies littéraux, des maladies qu'on a au fil du temps. Et tout ça, ça nécessite effectivement de prendre conscience de comment est-ce qu'on agit, parce que si on se dit juste « ça va continuer », ça ne sert pas à grand-chose de se mobiliser. Or, il se trouve que la population, sondage après sondage, étude après étude, manifestation après manifestation, on constate qu'elle a pris conscience de ça. Que c'est pas pour rien si le secondement se développe, que ce soit pour l'informatique, pour les habits, que les produits à faible consommation se développent énormément, etc. Mais on a un problème, c'est que les dirigeants économiques et politiques, eux, n'ont pas pris conscience de l'ampleur du travail qu'il y avait à faire, parce que c'est pas seulement une question de temps long, c'est une question de révolution. C'est une révolution de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de consommation. Alors pas la révolution où on trouve ceux d'en haut en bas et ceux d'en bas en haut, mais plutôt une révolution dans notre façon de voir les choses. Il y a un certain nombre de matières disponibles sur Terre et il n'y en a pas plus. Si on les consomme toutes, il n'y a quand même à faire après. C'est pragmatique, c'est réel, c'est sourcé scientifiquement, c'est sourcé économiquement. Pourquoi est-ce qu'on continue à exploiter des ressources dont on sait qu'elles sont en train de se tarir, qu'on n'est pas en capacité de les produire à nouveau et qu'on fait comme si de rien n'était? Ce n'est pas les écolos qui ont un problème avec le temps court ou le temps long, c'est le système économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui a un problème. Un problème parce qu'il vous dit en gros à vous qui êtes jeunes, je vous démerderai bien plus tard, on trouvera une solution pour gérer les déchets nucléaires. De toute façon, pour la qualité de l'air, on va développer des super machines à dépolluer le CO2. Je ne vais pas vous faire le truc donc tout cut, mais c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Je le redis autrement, ce n'est pas les écologistes qui ont un problème avec le temps long, c'est notre société qui est dans le déni complet, qui dit c'est pas grave, on verra bien plus tard, de toute façon ce ne sera plus nous qui serons élus, ce ne sera plus nous qui dirigerons les sociétés, donc peu importe, les suivants trouveront, et nous on arrive au milieu, et depuis 30 ans à peu près, les écologistes font... nous on a un petit problème, c'est que pragmatiquement ça ne peut pas fonctionner, scientifiquement ça ne peut pas fonctionner, économiquement ça ne peut pas fonctionner. Donc est-ce qu'on pourrait essayer d'envisager d'autres solutions? Et on est en but à ça. Donc on n'est pas en but au temps, on est en but à un illogisme global, qu'on était jusqu'à il y a 110 ans un peu les seuls à dénoncer et qu'aujourd'hui, heureusement, on est très très nombreuses et nombreux à dénoncer. Le problème, c'est que les changements, ça prend un peu de temps, donc on essaye de faire de la pédagogie sur comment ça améliore la vie, sur comment l'écologie, en fait, c'est plus de gains, parce qu'on vit mieux, on a des santé qui vont moins mal, donc on dépense moins d'argent, et je vais arrêter là pour qu'on passe au point suivant, parce qu'on pourra continuer, mais je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le Sénat a chiffré il y a, je sais pas, 3-4 ans, le Sénat n'a pas des gros khmers verts, vous voyez, les photos à droite, tout ça. Donc le Sénat a chiffré il y a quelques années le prix de la pollution de l'air, ce que vous payez, enfin que vous paierez par vos impôts, de la pollution de l'air chaque année en France. C'est quasi 100 milliards d'euros. C'est un plan de relance par an, uniquement le coût de la pollution de l'air. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences en termes de santé. Ça coûte à la sécurité sociale. Il faut instaurer des politiques de résilience, c'est-à-dire qu'il faut réparer, il faut compenser, parfois il faut payer les gens parce qu'on a trop altéré à leur santé. Ça, chaque année, c'est exactement 97 milliards d'euros, donc quasi 100 milliards d'euros. Peut-être, je dis bien peut-être, que ce serait intelligent, pragmatique et que ça ne coûterait pas très cher d'arrêter de polluer et d'économiser ces 100 milliards chaque année. Je pense qu'on peut en faire beaucoup des choses avec 100 milliards d'euros. Tout à fait. Donc je vais poursuivre avec ma deuxième question, qui s'inscrit toujours donc, dans cette opposition qu'on pourrait avoir donc, entre démocratie et écologie. Donc le parti Europe Écologie Les Verts affirmait vouloir négocier avec les gouvernements en place, plutôt que de voter contre tous les projets de loi qui étaient proposés à l'Assemblée.
Cependant, vous n'avez pas souhaité participer au Conseil national de la refondation, qui a été proposé par Emmanuel Macron en juin dernier et qui s'est tenu le 8 septembre. Ce refus, vous le dites dans la presse et dans les médias, était lié au rejet quasi systématique de vos propositions à l'Assemblée nationale. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que notre système démocratique républicain est verrouillé de l'intérieur, malgré l'existence d'organes profondément démocratiques comme le Parlement? Un peu oui, et c'est pour ça qu'on propose de réformer la Ve République. Mais je vais expliquer un peu pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce qu'on dit que le dialogue est impossible? Je vais vous prendre, alors j'arrête pas de le répéter, je suis désolée pour mon équipe qui l'a entendu à peu près 50 fois depuis la semaine dernière, mais la semaine dernière, par exemple, on avait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en audition. Normal, donc je fais une intervention qui finit par est-ce que peut-être, parce que la sécurité c'est sur la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, d'orientation de la police. Et donc, comme la sécurité c'est un thème important, c'est quand même ce qui nous permet d'être égaux en droit à travers les territoires, de se sentir bien là où on est, là où on vit. Donc comme la sécurité est un sujet important, capital, est-ce qu'on pourrait, à l'occasion de ce projet de loi, vous demander de sortir des anathèmes, de sortir des caricatures, et au moins d'essayer d'envisager les propositions qu'on vous fait, qui sont fondées, qui sont répertoriées, tout ça. Et voilà, c'est pas agressif, hein, Et la réponse du ministre, vraiment, hein, j'en rajoute pas, il a commencé en me disant « Eh bien, si je faisais une boutade, je vous résumerais à « Moi, je préfère la gauche Roussel à la gauche Regol ». Et il a embrayé là-dessus. Ça résume parfaitement la réalité des rapports que nous avons avec la coalition présidentielle. C'est-à-dire qu'on propose, on établit des espèces de terrains sur lesquels on pourrait se retrouver, et la réponse qu'on a, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais c'est « allez vous faire foutre ». Et c'est tout le temps comme ça depuis la fin du mois de juin. Et c'est très clair, hein, il n'y a pas de... Ce passage, il est consultable en ligne, c'est public, c'est une audition, c'est à l'intérieur de la commission des lois. Donc on a ça en permanence. Donc c'est compliqué après d'essayer, parce que les écolos se sont fondés sur une logique parlementariste. Pour revenir au point de tout à l'heure et pour revenir à votre question là-dessus. C'est-à-dire qu'on considère que le Parlement, c'est la représentation du peuple et que donc, il doit avoir un poids important. Que les ministres, c'est important, c'est l'exécutif, mais ils sont nommés, ils ne sont pas désignés. Ce n'est pas votre bulletin de vote qui les a choisis. Pour nous, il y a deux choses pour que ce soit le plus représentatif possible. C'est un, de la proportionnelle, pour que chaque bulletin compte, et qu'on ne joue pas à Koh-Lanta à chaque élection, il n'y en a qu'un qui survit à la fin. Je dis un à Étienne, puisqu'on parlait du président de la République et du ministre, et qu'il y ait un poids plus fort du Parlement et donc des citoyens, avec en plus des outils de saisine citoyenne, parce que le pouvoir citoyen, il doit aussi pouvoir s'exprimer directement. Donc c'est pas une blague, c'est pas un petit sujet pour nous. Si vous connaissez un peu le travail des écologistes au Parlement européen, vous verrez qu'on ne met pas de frontières, à part avec l'extrême droite, parce qu'on sort du champ démocratique avec eux, mais on ne met pas de frontières avec les gens avec qui on gagne des sujets. C'est-à-dire que si sur les pesticides, il y a des gens à droite qu'on peut convaincre, c'est avec eux qu'on va créer le match pour gagner sur la sortie de certains pesticides. On ne met pas des drapeaux avant les valeurs. On met l'objectif, à savoir comment on améliore la société en premier, parce qu'on est parlementaire. Et pourtant, nous, qui avons cette habitude-là, qui ne sommes pas les premiers provocateurs en chef de la République, qui ne sommes pas d'extrême gauche, je ne vais pas vous faire... je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous demander si vous avez lu la définition d'extrême gauche dans un livre de sciences politiques ou d'histoire des idées politiques. Je pense que vous avez à peu près en tête que ce ne sont pas les partis qui veulent prendre le pouvoir par les urnes. Donc voilà, donc on est là. Et malgré ce, on a une fin de non-recevoir systématique. Donc en fait, quand on nous propose le CNR, qui doit son nom juste au fait qu'Emmanuel Macron veut raisonner avec l'histoire au lieu d'essayer de construire l'histoire de demain, eh bien on dit non. On dit non parce qu'en fait, on ne veut pas être dans une nouvelle campagne publicitaire comme on l'a fait avec la Convention citoyenne pour le climat, comme on l'a fait avec les grands débats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, 2 ans, les grands débats
tout ce qui a été proposé a été jeté à la poubelle. La Convention citoyenne, c'est encore moins vieux. 150 personnes qui n'avaient rien demandé, on est venu les chercher, elles ne s'intéressaient pas à l'environnement, elles ne s'intéressaient pas au climat. À la fin, elles font des propositions, bon, alors, forcément ça m'arrange qu'elles rejoignent les propositions des écolos, mais parce que c'est scientifiquement logique que des citoyens éclairés atterrissent à ces propositions. Et bien pareil, jeter à la poubelle malgré la promesse d'application scientifique. Donc comment est-ce que vous voulez, une fois qu'on a vécu tout ça, qu'on dise, ben ouais, allez, on retente encore une fois de plus? Non, on dit stop. On dit stop parce qu'en fait, la démocratie, elle mérite mieux que ça. Et pour permettre à la démocratie de vivre à nouveau, à des moments, il faut dire, on arrête les bêtises, on arrête de faire semblant et essayons de nous mettre au travail. Ça n'a pas encore fonctionné, mais ça fait 3 mois qu'on est élu, donc c'est le tout début. Et du coup, pour revenir à l'exacte réponse à votre question, oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre démocratie, pas dans la démocratie elle-même, mais dans ces institutions de la Ve République. Vos votes ne sont pas exprimés, vos voix n'ont pas de résonance, et donc il faut trouver d'autres outils pour faire ça. C'est ce qu'on a porté pendant des années de campagne. Certains l'appellent la 6e République, d'autres disent qu'on doit refonder la République. Moi, je m'en fous un peu de comment est-ce qu'on labellise. En revanche, ce qui fait partie de nos valeurs et ce pourquoi je me bats, c'est qu'il y ait une démocratie plus vivante, plus de pouvoir citoyen, plus de pouvoir parlementaire, plus de représentativité, et peut-être qu'on n'aurait pas une Assemblée nationale si peu représentative de la diversité française. Très bien. Et juste pour réagir un petit peu, donc là on parle du rôle du Parlement, mais comment se fait-il que même en tant que membre du gouvernement, parfois il est encore difficile d'agir? Alors, il est difficile d'agir parce qu'il y a des tentatives d'avancer dans le sens de ce que la société pousse. Je sais pas, par exemple, il y a quelques jours, Clément Beaune, il s'est dit peut-être que les jets privés, c'est pas la priorité dans une crise comme aujourd'hui. Donc oui, je pense que ce serait intelligent de légiférer dessus parce qu'on n'en a pas tous besoin pour aller travailler le matin, par exemple. Ça paraissait logique et fondé, sa proposition. Il est ministre, c'est son territoire de travail, jusqu'ici tout va bien. Et donc immédiatement après, il est recadré, et ce qu'il propose n'existe pas. Parce qu'il y a une ligne qui n'est pas forcément dite, qui n'est pas forcément celle qui a été proposée aux électrices et aux électeurs, et donc on se retrouve avec même des gouvernements qui n'arrivent pas à agir, parce qu'il y a une seule personne qui peut prendre des décisions, ou deux, on a le président, le premier ministre, et donc ça bloque un peu la capacité d'avoir une diversité d'expression dans ce qu'on fait. Nos voisins allemands, nos voisins espagnols n'ont pas cette réalité-là. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'on pourrait regarder ailleurs en Europe, surtout si je prends la coalition présidentielle qui se veut la plus grande promotrice des valeurs européennes, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce qui marche bien dans les autres pays. Tout ne marche pas bien chez eux, tout ne marche pas mal chez nous, mais peut-être que le retour d'expérience globale permet d'avoir une vision de ce qui pourrait être une république un peu plus active, dans laquelle les ministres savent quel est leur terrain d'action, les électeurs savent quel est le contrat qu'ils ont signé avec leurs élus, en votant ou signant un contrat. C'est-à-dire, vous dites, ben voilà, c'est ça qu'on va appliquer et c'est pour ça que je vais voter pour vous. Et donc, peut-être que ça marcherait mieux et qu'il y aurait peut-être plus de gens qui seraient votés. Je crois très fort dans la démocratie. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est toujours possible. Très Très bien, merci. Alors, j'ai écouté avec attention votre exposé sur la réconciliation entre les enjeux climatiques et la forme de démocratie que vous proposez. Vous avez d'ailleurs abordé une certaine dimension financière sur laquelle j'aimerais revenir. Parce qu'il y a une autre incompatibilité qui nous est venue à l'esprit, c'est celle finalement relative aux enjeux économiques, avec la dichotomie classique fin du monde, fin du mois, dont les Gilets jaunes ont d'ailleurs été une illustre démonstration, puisqu'à l'origine, il s'agit d'une mobilisation spontanée pour protester contre la hausse de la taxe carbone, laquelle avait pour objectif d'inciter les consommateurs à diminuer l'utilisation de leurs véhicules. Et finalement, quelle est la position d'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs assez ambiguë, hein, parfois oui, parfois non, sur cette écologie punitive qui préfère faire payer plutôt que soutenir la transition, notamment sur le domaine de la mobilité, qui devient l'un des enjeux cruciaux du changement climatique?
Alors, c'est hyper intéressant cette expression d'écologie punitive, et après je reviendrai sur les gilets jaunes pour illustrer pourquoi. Parce qu'en fait, l'écologie punitive, c'est les 100 milliards d'euros qu'on fait chaque année, rien que pour la pollution de l'air. Ça, c'est punitif. C'est nos impôts qui, au lieu d'aller vers l'éducation, la santé, la sécurité, vont là-dedans. C'est-à-dire juste à réparer les choses qui sont mal faites, qui sont faites contre nous, qui altèrent notre santé. Donc ça, c'est punitif. Ce qui est punitif, c'est avoir un système de transport où on vous dit investissez dans le diesel des années 80, c'est génial, ça pollue pas, on va avancer. C'est moi qui fais du bruit ou... Oui, c'est moi, pardon, c'est moi qui fais. Et donc, et se retrouver quelques années après avec le constat que c'est tout l'inverse, ça pollue énormément, ça revient très cher et le gasoil n'est pas moins cher que l'essence. Ça, c'est punitif. C'est-à-dire, c'est proposer des pistes sans penser les conséquences. Or, l'écologie, c'est la pensée des conséquences. Littéralement, c'est la maison commune, donc on pense comment est-ce qu'on y vit, comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on y vivra demain. D'où la question du temps long, mais pas que. Donc, l'écologie punitive, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on subit, c'est ce qu'on ne peut pas transformer. L'écologie telle qu'on la porte, nous, les écologistes, Europe Écologie Les Verts et nos partenaires, c'est une écologie qui sort de ça, c'est-à-dire qui permet de donner le choix d'agir ou de donner le choix d'accompagner, de donner le choix de ne pas avoir à subir le fait que respirer, en fait, ça rend malade aujourd'hui. Ça semble fou. Moi, quand j'étais gamine, il y avait des films de science-fiction dans lesquels les gens ne pouvaient pas respirer correctement. C'est notre quotidien aujourd'hui. Il y a des villes où le seul fait de respirer sans masque n'est pas possible. Et pas à cause du Covid, juste à cause de la pollution. Une pollution qui est structurée, organisée et pensée, puisqu'en fait, si on a implanté des usines à cet endroit-là, si on n'a pas pensé à leurs émissions, c'est pas pour rien. Et il y a un chiffre que j'aime bien sortir, parce qu'en France, on n'en a pas beaucoup dessus, sur le rapport entre pollution et pauvreté, et particulièrement entre pollution et origine des pauvres qui sont concernés, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir des statistiques ethniques. Il n'y en a qu'une qu'on peut avoir, c'est celle des gens qui ne sont pas français, les migrants. Et donc c'est un économiste que je cite très souvent, qui s'appelle Éloi Laurent, qui a fait une note dessus où il explique que quand se pose la question d'installer un incinérateur quelque part, donc toujours ces pollutions qu'on pourrait éviter, eh bien, c'est s'il y a juste 1% de migrants en plus dans ce quartier, il y a 30% de risques supplémentaires que ce soit le quartier qu'on choisisse pour y implanter un incinérateur. Et vous pouvez constater partout en France, quand il y a de fortes pollutions, qu'il y a des projets dont on sait au moment même où on les construit, qui vont altérer la santé, la vie, la capacité à être bien des gens à côté. Ce sera toujours à côté de populations pauvres et ce sera toujours un impensé ou un pensé comme ça. Donc, pour revenir à votre question, ça c'est punitif. Ce qu'on propose, c'est de sortir de ça. C'est-à-dire, au lieu de réparer, au lieu de compenser, au lieu d'être dans des crises d'urgence comme on y est aujourd'hui, on propose d'investir. Parce qu'investir, c'est incroyable, ça coûte beaucoup moins cher que de réparer. Et donc, si on investit, par exemple, je ne sais pas, sur la police de l'environnement, ONF, où on a supprimé plus de 500 postes, c'est ça, au bas mot, eh bien, on a des forêts qui sont mieux entretenues et donc il y a moins de feux de forêt. Donc on ne perd pas quasi 4 milliards d'euros, parce que là, on a chiffré les feux de forêt de cette année, rien que dans l'ouest de la France, ça fait 3,9 milliards d'euros de pertes. Ça, par exemple, ça coûte beaucoup moins cher. On avait calculé combien c'était le budget des 500 postes supplémentaires de l'ONF. Je crois qu'on n'est même pas au milliard. Investir, ça coûte beaucoup moins cher que de réparer. Et ça, c'est pas punitif, en fait. Ça, c'est prédictif. Ça, c'est pragmatique. Ça, c'est ce que vous voulez, mais c'est certainement punitif. C'est certainement pas punitif. Par contre, ce qui est intéressant dans ce terme, c'est la façon dont on a laissé glisser les termes. Et ça, vous le retrouvez à tous les niveaux de la politique et de l'économie. Par exemple, aujourd'hui, un assisté, c'est quelqu'un qui galère entre 2-3 boulots et qui va toucher, je sais pas, le RSA, le chômage, etc. L'assisté, c'est pas la personne qui a hérité de sa fortune, qui a été elle-même héritée par ses parents, qui n'a jamais travaillé pour l'avoir et qui va juste vivre des dividendes de ce qu'il a obtenu. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir de l'argent, il y a des gens qui ont la chance d'en avoir, mais par contre, considérer que ces personnes
qui n'apportent pas leur force au collectif ne seraient pas des assistés, puisqu'ils ne vivent que de ce que d'autres ont fait avant eux. Ça, c'est problématique. Et quand on retourne les mots comme ça, on finit par dire que l'écologie, c'est-à-dire la pensée de la transformation sociale, la pensée de la transformation environnementale, pour arriver à anticiper sur les crises de demain et qu'elles n'adviennent pas, eh bien on finit par dire que ça, c'est punitif, alors que c'est une hérésie de penser comme ça. Et pour illustrer, et je termine là-dessus, vous citiez les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, effectivement, ils se sont levés contre une taxe que les écologistes demandent, que ce soit les associatifs ou les politiques. Sauf qu'en fait, on ne l'a jamais demandé comme ça. Quand on la demande, on veut qu'elle soit juste socialement. C'est-à-dire qu'elle n'impacte pas, elle ne touche pas de la même façon suivant qu'on ait des moyens ou qu'on n'en ait pas. Et de fait, les Gilets jaunes, ils en ont voulu à beaucoup de monde. Beaucoup de monde, mais pas aux écologistes. On ne les a pas soutenus, on n'a pas fait les manifs avec eux, par contre on a dialogué. On a dialogué pour comprendre pourquoi est-ce que ça, c'était de l'écologie punitive, et pourquoi on n'allait pas dénoncer la taxe carbone, parce qu'on est pour, donc on n'allait pas manifester avec eux, mais par contre on était contre cette taxe carbone, parce que quand on applique mal une bonne idée, on en fait une idée d'écologie punitive, là où elle aurait dû être un moyen incitatif de lutter collectivement contre le climat. N'oubliez jamais que l'impôt, ce n'est pas quelque chose qu'on vous prend, c'est ce que vous mettez au pot commun pour avoir des trottoirs sur lesquels marcher, pour avoir des hôpitaux qui vous reçoivent quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez un accident, pour avoir une école qui vous forme tout au long de la vie. L'impôt, c'est juste la carrière commune qui nous permet d'avancer ensemble et d'anticiper quand ça ne va pas, et j'entends que je ne suis pas la seule avec mon adepte. Rapidement, j'entends votre critique de cette forme d'écologie et l'impératif de justice sociale que vous défendez. Néanmoins, ne pensez-vous pas que... Néanmoins, ne pensez-vous pas que... Néanmoins, c'est parti. Ne pensez-vous pas que ce soit presque un mal nécessaire? Est-ce que je pense que c'est un mal nécessaire qu'il n'y ait pas de justice sociale ou qu'il y en ait une? La forme d'écologie punitive. Je ne pense pas que ce soit un mal nécessaire. Dans le cadre d'une action forte et immédiate, comme vous le défendez. Alors, on va définir les mots. Avoir des politiques fortes, radicales, qui prennent un grand tournant, ce n'est pas forcément punitif. C'est quelque chose qui permet d'avancer ensemble. Donc il faut juste que vous qualifiez les mots que vous avez employés pour que je sache ce que ça veut dire. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est l'écologie punitive en dehors de ce que je vous ai dit, et je ne vais pas défendre ces taxes allouées n'importe comment ou cette inaction qui fait qu'on perd 100 milliards d'euros par an. Donc ça, je ne vais pas aller dans ce sens-là. En revanche, si c'est dire, est-ce qu'on a besoin de réformes d'importance, je ne sais pas, pour par exemple rénover les bâtiments, que ce ne soient pas des passoires énergétiques, pour qu'on n'ait pas trop chaud en été et trop froid en hiver, oui, je pense qu'il faut aller plus loin dessus. Mais ça, c'est pas punitif. Ça, c'est ce qui permet d'avancer, d'investir à un moment donné pour aller beaucoup mieux demain. Très bien. Je voulais revenir sur la question des lobbies. Dans quelle mesure pensez-vous que ceci constitue un frein pour mener à bien des politiques écologiques? Et comment gérer leur poids? Est-ce qu'il faudrait avoir un encadrement strict? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ça fait longtemps que les écologistes se battent contre les lobbies qu'on va qualifier de lobbies privés. Il y a tout un tas de lobbies. Nous, on fait du lobby pour nos idées, les associations font du lobbying aussi pour les idées qu'elles portent. Mais en fait, on qualifie de lobby ce qui a un intérêt financier derrière, donc on va dire les lobbies privés. On portait pendant la campagne présidentielle, une idée qui était celle de la séparation des lobbies et de l'État. C'est pas très compliqué, ça s'inspire un peu de ce qui se fait par exemple au Parlement européen où il y a une surveillance accrue et donc on a des petites idées de comment le transposer en droit français. Enfin, dans le droit là aujourd'hui. Ça ne demande pas énormément parce qu'en fait ça demande aux élus de faire la transparence sur ce qu'ils font, qui ils rencontrent, pourquoi, qu'est-ce qu'il en ressort. Nous on essaye de publier notre agenda toutes les semaines pour qu'on sache à peu près qui on rencontre ou de faire un compte rendu sur les associations, les collectifs, les entreprises même.
ça nous arrive d'avoir des lobbies qui nous contactent. Parmi les premiers, il y a eu Philippe Maurice et Total. Donc, vous voyez, tout le monde veut rencontrer les élus. Donc, ça, c'est pas coûteux. Ce qui est coûteux, en revanche, c'est d'avoir un pays qui ne fait pas la transparence sur ces relations-là. Parce qu'à un moment donné, il y a des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts dans les votes, dans les choix, dans ce qui est décidé. Et ça peut être coûteux pour le collectif, c'est-à-dire pour la nation. Donc, c'est ce qu'on porte principalement dessus. Après, je peux décliner plus en détail, mais il y a un vrai truc. C'est pas faire la guerre aux intérêts privés. C'est normal qu'il y ait des intérêts privés. C'est normal qu'il y ait des gens qui les défendent. On n'est pas du tout des promoteurs de l'absence de développement privé. En revanche, tout fonctionne mieux si on a un minimum de transparence dans les rapports entre privé et public et une transparence globalement sur les deniers privés aussi, les paradis fiscaux et toutes les affaires qu'il peut y avoir sur les financements privés, les prises illégales d'intérêt, etc. démontrent que notre économie ne va pas mieux quand elle n'a pas un minimum de transparence, donc on éteint tout ça. En gros, je sais pas si ça c'est très bien. Si, mais comment assurer cette transparence, justement, qui est le problème aujourd'hui des lobbies, mais aussi des PDG de grosses entreprises qui directement se permettent d'aller écrire au ministre pour leur dire ce qui leur importe. Et donc, comment assurer cette transparence ? Alors, déjà, la transparence, c'est la publication de ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple des emplois du temps, des gens qu'on rencontre, etc. Il y a un minimum d'obligations à l'Assemblée, mais ce n'est pas très coercitif. C'est pour ça que je prenais l'exemple du Parlement européen, où là c'est un peu plus coercitif. C'est avoir, je ne sais pas, par exemple, une meilleure surveillance de comment les hauts fonctionnaires basculent du privé au public, du public au privé, pardon, et vice-versa parfois, et de quels sont les intérêts, etc. Ça fait partie de ce qu'on a porté. Et ça ne repose pas sur beaucoup d'argent nécessaire à investir pour développer ça. Ça peut en rapporter pas mal. Ça peut contraindre beaucoup. Il y a beaucoup de politiques qui ne supportent pas l'idée qu'on puisse aller voir qui rencontre et pourquoi, et combien de fois. Et enfin, si on veut vraiment qu'il y ait ça qui fonctionne, il faut aussi instaurer, structurer, sanctuariser la notion des communs. Que ce soit les communs naturels, les biens communs naturels, c'est-à-dire la nature, ce qui fait qu'on peut vivre, être en vie, mais aussi les communs civiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les services publics, etc. Ça peut être aussi les communs intellectuels. On a rencontré il n'y a pas longtemps les promoteurs de ce type de choses, c'est les logiciels libres, les choses de ce type-là. Ça demande d'avoir tout ça, c'est-à-dire ce qui est le commun, ce sur quoi on a le droit de dire c'est important qu'il faille le défendre, et puis le reste sur lequel il faut avoir une grande transparence, c'est assurer que le denier public soit bien utilisé, ne soit pas détourné à mauvais escient. C'est aussi peut-être la capacité, je ne sais pas, de se dire que quand on traverse une grosse pandémie, qu'il y a des très très grosses entreprises qui font tellement de bénéfices et qu'elles peuvent reverser 2,6 milliards en dividendes, en préverse de dividendes à leurs actionnaires, que peut-être ces entreprises-là qui ne payent pas vraiment d'impôts en France, ou en tout cas 10, 20 ou 30 fois moins que votre boulanger, peut-être que ces entreprises-là, parce qu'on a transparence sur tout ça, elles pourraient reverser au pot commun qu'on appelle l'impôt et que ça pourrait financer tout ce dont on a besoin pour anticiper les crises climatiques, pour essayer de sauver l'hôpital qui est en train de mourir dans l'indifférence générale, etc. Très bien. Pour revenir un peu à la démocratie, qui est donc un des sujets de ce soir, un des piliers de la démocratie, ça reste le droit de vote universel. Or, comment se positionner en tant qu'électeur face à de multiples informations, des discours équivoques? Tout citoyen est donc confronté à deux points de vue, si ce n'est plus. Mais pour grossir le trait, les climato-sceptiques d'un côté, les écologistes de l'autre. Aucune censure n'étant bien évidemment envisageable dans un état de droit comme le nôtre, les électeurs font donc face à ces discours. Quelles en sont les conséquences aux urnes et quelles en sont surtout les conséquences pour votre parti? Alors, sur le climato-sceptisme, le truc, c'est que ça repose
sur rien de scientifique. Donc ce que ça altère en premier lieu, ben, c'est la science et le fait de savoir sur quoi on se base pour avancer. Alors je vous accorde que la science, elle évolue au fil du temps. Hein. Des choses qui étaient 100% vraies un jour ne le sont pas totalement le lendemain, mais il y a quand même des règles sur lesquelles on peut se baser pour avancer. Donc le climato-sceptisme, déjà, il nie ça. C'est-à-dire qu'il nie la réalité à l'instant T. Après, il n'est pas si utilisé que ça. Si on prend à l'échelle européenne, en gros, les climato-sceptiques, ils se résument à l'extrême droite. C'est à peu près le seul champ politique où on continue à dire de façon assumée, dans des programmes, vraiment dans la vie de tous les jours, que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. D'ailleurs, si vous croisez quelqu'un qui vous dit que ça va, les gens qui ont dit qu'il faisait trop chaud cet été, là, ils peuvent arrêter de dire qu'il fait trop chaud et que ça se réchauffe. Vous avez un petit marqueur politique derrière, a priori. Donc du coup, c'est pas si fréquent le climato-sceptisme aujourd'hui. C'était fréquent il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins parce que c'est compliqué de nier les faits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3-4 ans, il y a une présentatrice très connue, parce qu'elle fait ça depuis avant ma naissance, de météo, qui s'appelle Evelyne Delia, qui avait présenté une météo fictive de l'an 2030 ou 2040, je ne sais plus, dans laquelle il faisait plus de 40 degrés au mois d'août en France, un peu partout. Et en fait, il se trouve que cet été, les températures réelles étaient supérieures à cette météo qui était censée faire peur il y a quelques années sur le climat. C'est pour ça qu'en fait, il ne peut pas y avoir vraiment de négationnisme climatique. Il y a trop de ressources scientifiques. Alors, du coup, ça se déporte un peu. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on disait le réchauffement climatique. Les gens disaient le réchauffement climatique n'existe pas. Bon, finalement, il y a eu quand même beaucoup d'épisodes jusqu'à cet été, tout ça. Après, il y a eu le discours, ok, il y a un réchauffement climatique, mais en fait c'est cyclique, c'est parce que la Terre elle se rapproche un peu plus du Soleil, donc c'est normal, il y a déjà eu ça dans l'histoire, rien à voir avec l'activité humaine. Là, le GIEC a fini par faire plusieurs rapports scientifiques pour montrer que c'était l'activité humaine, l'activité économique, pas juste le fait de vivre sur la planète Terre, hein, mais la façon dont on décide d'y vivre, qui fait qu'on est en train de s'auto-condamner. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On peut juste constater que là, ça ne va pas trop. Donc, les climato-sceptiques sont de plus en plus rares. Le problème, c'est que, on pourrait se dire, c'est chouette, ils avancent avec nous, ils ont conscience, on va pouvoir faire des choses. Sauf que le moment où tout le monde commence à dire, ok, ça existe, ok, on sait où agir, puisque c'est sur les moyens de production et de consommation qu'on peut agir, donc on voit bien formellement comment est-ce qu'on peut agir. Le problème, c'est que tout le monde est au moment où on fait « oups ». Est-ce qu'on a encore la possibilité d'agir? Et c'est comme ça qu'on a ce truc de l'écologie punitive, des Khmers verts, de en fait, on ne peut plus rien dire, de il n'y a plus de foie gras, il n'y a plus de sapin, vous voyez bien, c'est pas très cool comme mode de vie. C'est ça en fait qu'il y a comme mode de résistance aujourd'hui, c'est trouver, vu que tout le reste n'a pas marché, vu qu'on en est au stade du « oups », il va bientôt être trop tard, qu'est-ce qu'on peut trouver pour justifier qu'on n'a rien fait avant? À part dire que les écolos sont des fous furieux. Ça ne fait pas que la conscience de l'urgence à agir baisse, mais ça fait un jeu dangereux, où au lieu d'avancer, c'est-à-dire de traduire, je ne sais pas, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sans filtre en loi, et bien on continue à dire nous ne discuterons jamais avec l'extrême gauche que constituent les écologistes. Et ça, quelque part, c'est une volonté d'inaction. Et quand on ne veut pas agir au moment où c'est heureux, c'est comme si on reculait. C'est comme si on laissait les choses se faire. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des juristes, c'est même des tribunaux, c'est criminel. Parce que ce qu'on fait, c'est laisser le recul de la capacité à bien vivre sur Terre progresser, alors qu'on pourrait l'arrêter. Et ça, c'est vraiment pas possible. Donc ça, c'est le problème dans lequel on est aujourd'hui. Donc le climato-sceptisme, c'est plus tant de ça. C'est pourquoi est-ce qu'il continue à y avoir ces freins. Est-ce que c'est les intérêts financiers? C'est probable. Est-ce que c'est l'habitude? C'est probable. Est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? C'est probable aussi. C'est
Probablement un peu des trois. Il n'y a pas un grand méchant qui décide à un endroit qu'on ne va pas transformer les choses et qu'on va continuer à faire des sous. C'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas l'habitude de faire autrement. On ne l'a jamais fait. On n'a jamais testé ça. Il n'y a pas vraiment de pays qui sont dirigés par des écolos. Il y a des écolos dans les gouvernements, il y a des écolos qui dirigent les villes, mais tout ça est extrêmement récent. Donc pour l'instant, ça reste un point d'interrogation, notre capacité à transformer vraiment les choses. Donc c'est ça encore que les théories issues du climato-sceptisme, gravitant autour du climato-sceptisme, continuent à mettre comme bâton dans les roues, non pas de l'écologie politique en tant que drapeau, ça à la limite, c'est pas capital, mais en tant que valeur qu'on porte pour arriver à faire en sorte que la société de demain, elle soit plus agréable à vivre que celle d'aujourd'hui. Et ça reste le sujet problématique. Je sais pas si vous voulez répondre. C'est tout à fait. Pour revenir rapidement sur cette notion de climato-scepticisme, qui sont dans vos discours assez radicales et extrêmes, mais qui demeurent une réalité, les partis écologiques ne devraient-ils pas, à leur tour, adopter une forme de radicalité écologique, signant par la même occasion l'échec de la voie du réformisme que votre parti et les équivalents européens ou d'ailleurs ont emprunté depuis une quarantaine d'années sans peut-être les résultats escomptés? Alors la tension entre réformisme et radicalité, c'est un peu ce qui agite les écolos depuis leur création, au sens écolo au sens du parti politique. Moi j'ai tendance à apprécier plus la radicalité des actes que la radicalité des mots. C'est-à-dire être capable de proposer un projet qui emmène le maximum de personnes. Ce n'est pas forcément la radicalité qui ferait ça. Mais par contre, avoir des mesures radicales. Alors, vous ne trouverez peut-être pas ça radical, mais nous, on a discuté hier ou avant-hier avec des homologues allemands. Ils ont trouvé ça complètement fou parce qu'ils n'ont pas ça chez eux. C'est la gratuité dans les transports en commun pour les moins de 18 ans. C'est fou, mais en Allemagne, nos voisins, là, dans le Bade-Württemberg, ils n'ont pas ça. Ils n'arrivent pas à le faire passer. Ils trouvent ça complètement fou, complètement radical. Pourquoi c'est radical? Parce qu'en fait, ça transforme les modes de transport. Si tout petit, vous avez toujours pris les transports en commun pour vous déplacer. Vous trouvez ça normal parce que ça fait partie de votre quotidien. En tant qu'adulte, vous allez prendre les transports en commun et pas la voiture. Vous allez peut-être prendre le vélo, vous allez marcher. Et vous aurez un autre rapport à la vie. Et puis c'est radical aussi parce que c'est un budget colossal pour les ménages, surtout quand vous avez plusieurs enfants qui ont moins de 18 ans. Donc ça, c'est pas radical dans les mots, on fait la gratuité pour les moins de 18 ans, il y a plein de trucs qui sont gratuits pour les moins de 18 ans. Mais c'est une radicalité réelle des actes, parce que pour rejoindre l'expression que vous avez employée tout à l'heure, on fait le lien entre les luttes contre la fin du monde et contre la fin du monde. Ça peut être, dans un autre registre, désolé, ça reste sur les jeunes, la métropole de Lyon qui décide, en plein milieu de la crise du Covid, quand il y a beaucoup de jeunes qui font la queue devant les centres de distribution, d'alimentation, les courses, etc., parce que plus personne n'a d'argent, n'a de moyens de se tourner, décide de mettre en place le RSA pour les jeunes à titre expérimental sur la métropole. Avec ces petits moyens, la métropole, c'est pas l'État français, décide de faire ça à titre expérimental. Et donc c'est radical parce qu'aucun gouvernement n'a voulu le faire jusqu'à présent, le RSA pour les jeunes. Et c'est radical parce qu'en fait, la réponse qu'il y a ça, c'est qu'on a des chiffres maintenant sur combien de temps les jeunes restent dans ces dispositifs. Et on sait qu'on est très très loin de l'assistanat. On est dans le rebond. On est sur 6 mois plus tard, un tiers de la cohorte qui a quitté le dispositif, et donc un nouveau tiers peut y rentrer. Parce que dans la vie, il y a des moments où on a des petits moments compliqués, et donc on a besoin de rebondir. C'est pas radical dans les mots, le RSA, on connaît tout ça. C'est très radical dans ce que ça transforme dans la vie. Donc cette radicalité-là, on l'a, celle d'une transformation effective. Alors, ça ne tient pas en 140 caractères sur Twitter, ça ne fait pas la une de la presse, c'est pas de l'amour. Par contre, c'est efficace pour transformer la vie des gens. Derrière la question de la radicalité, il y a une autre question qui se pose, c'est quel espace politique on construit aujourd'hui? Est-ce que c'est celui de Twitter, TikTok, Instagram, ou est-ce que c'est celui de la citoyenneté? C'est pas forcément opposer les deux, mais aujourd'hui, à vouloir être dans quelque chose qui va très vite, qui est très visible,
à être dans la politique du buzz permanent. Bon, nous, on le subit souvent, donc je le dis avec d'autant plus de facilité que pas toujours notre choix de parler pendant un an du foie gras, par exemple. Et de fait, ça ne permet pas toujours d'avoir un débat citoyen. Or, l'intérêt d'une société, c'est qu'un débat, une question, une polémique, ça permette à tout le monde de se former sur ces questions, d'avancer ensemble, de savoir pourquoi on est pour ou pourquoi on est contre. Ça ne fait pas forcément changer d'avis, c'est pas forcément ça la question, mais savoir pourquoi on est pour, savoir pourquoi on est contre, ça compte quand même un peu dans la façon dont vous développez votre citoyenneté, parce que ça fait que vous allez décider après de vous investir plus sur tel ou tel sujet, sur ce qui vous a convaincu, vous déciderez d'avancer, voire même peut-être de vous investir dans la vie politique ou la vie locale pour faire bouger les choses. Donc voilà, il y a plusieurs formes de radicalité. Moi, je suis bassement matérielle, j'aime la radicalité qui change les choses. Parfois, il faut faire de la radicalité de théâtre, c'est-à-dire celle qui s'affiche dans les mots. Le truc est de trouver le bon équilibre. Quand on est un parti qui a peu de temps de parole dans les médias comme nous, puisque c'est proportionnel au nombre d'élus, donc ça va remonter un peu dans les mois qui viennent, on n'a pas toujours l'opportunité, quand on lance quelque chose, d'avoir le temps de se défendre derrière. Il y a beaucoup de gens qui rigotent sur ce que vous avez dit. Je ne sais pas, poser la question de combien de viande on consomme par semaine, par jour. C'est pas une question stupide quand on s'inquiète du réchauffement climatique. On subit ses conséquences. C'est pas complètement stupide non plus quand on veut qu'il y ait une alimentation saine pour tout le monde et qu'une grande partie de cette viande vient de très loin. C'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet de santé, c'est un vrai sujet de citoyenneté. Mais il y a des fois, le sujet vous échappe, il y a des fois, vous arrivez à en faire quelque chose, moi ça m'intéresse plus de faire quelque chose, mais on n'a pas toujours. Voilà. Merci. Pour continuer sur ce sujet, vous avez évoqué tout à l'heure avec une pointe d'ironie les Khmers verts, et ça m'évoque la notion dont on parle de plus en plus de dictature verte. Alors sans que celle-ci soit peut-être ni envisageable ni souhaitable, elle est en tout cas depuis les politiques anti-Covid, qui ont été coercitives, strictes et liberticides, possibles. Alors, est-ce que vous pourriez envisager, sur peut-être pas la dictature verte, mais dans le cadre de cette forme de radicalité des mots, théâtrale, pourriez-vous franchir le pas d'une radicalité allant par exemple jusqu'à l'état d'urgence, une forme d'état d'urgence climatique au niveau national? Alors, il y a des villes qui ont déjà pris des résolutions d'état d'urgence climatique, Strasbourg notamment. Il y a une dizaine de villes en France qui ont déjà voté. Alors, c'était quoi? C'était un vœu, hein. Je ne sais plus quel a été le statut exact de ce vote, c'est un vœu qui déclare l'état d'urgence climatique. Il y a des villes en question. Donc, c'est déjà une réalité en fait. Ça nous vient d'autres pays qui ont déclaré l'état d'urgence climatique et c'est un outil, effectivement. La différence avec les états d'urgence qu'on a connus, sanitaires ou états d'urgence liés à la riposte au terrorisme, c'est que ces états d'urgence-là ne sont pas coercitifs. Ils ne sont pas dans le bâton. Ils sont dans le comment est-ce qu'on pourrait transformer ensemble. Alors il y a toujours une part de coercitif. Il y a toujours une part de coercitif quand on dit qu'on va payer plutôt telle taxe. Quand on dit que cet argent-là, il va être affecté à tel budget et pas tel autre. Oui, forcément, il y a une partie de coercitif. Mais on est très très loin de la dictature et surtout, l'essence même des écologistes, c'est une pensée qui dit, alors c'est, je ne sais pas comment vous le formuler. En fait, c'est une pensée qui vise à comprendre que l'endroit où on vit, c'est l'endroit qui nous fait vivre. Donc on ne possède pas la terre sur laquelle on vit, on ne possède pas les autres personnes, on ne possède pas le reste. Par contre, on doit développer des modes de coexistence avec. Et donc comme ça, c'est à la base de la pensée écolo. Ben, c'est compliqué de penser la dictature, parce que la dictature, elle est à l'opposé de ça. Elle est dans la possession, elle est dans la, je sais pas, la capitalisation, la colonisation, l'enfermement, la décision sans consultation. La pensée écolo, elle est fondée sur l'exact inverse. Elle est pensée sur l'esprit de symbiose. On verra les choses un peu comme ça. Et si la notion de là où on vit est aussi ce dont on vit, vous avez Pierre Charbonnier qui a écrit
largement dessus. Pour clôturer cet entretien, je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie sans parler de l'exercice du pouvoir. Il y a un exemple très parlant, c'est le parti écologique allemand, donc les Verts, qui font actuellement partie de la coalition gouvernementale et dont le ministre de l'économie est issu, M. Robert Habeck. Il est intéressant de voir que ce dernier, dans le cadre de la lutte contre la crise énergétique que subit l'Allemagne et qui s'est d'ailleurs accentuée avec la guerre en Ukraine, a dû, il faut le dire, franchir certains pas de reniement écologique, notamment en acceptant d'importer du gaz naturel liquéfié, ou alors en prolongeant les usines à charbon, les centrales à charbon. Je ne sais pas s'il aurait pris la même décision si le gouvernement avait été un gouvernement écologiste, d'une part. Et d'autre part, oui, l'exercice du pouvoir, ça pousse à parfois avoir des urgences qui imposent de penser autrement. Mais en France aussi, on a fait ça, puisqu'on vient de réintroduire l'importation de gaz de schiste, peut-être même l'exploitation de gaz de schiste sur le sol français. Et on vient de réouvrir 2 centrales à charbon, dont une pas loin d'ici, à Saint-Avold, et l'autre de l'autre côté de la France, côté Loire. Ok, dans l'urgence, soi-disant pour que le prix de l'énergie baisse, on réouvre des vannes dont on sait qu'elles sont écocidaires pour l'une, climaticides pour l'autre. Donc on fait une économie de bout de chandelle. Qu'on paiera, je rappelle, les 100 milliards par an, pollution de l'air, tout ça, qu'on va payer au centuple derrière. Donc en fait, déroger à ces valeurs, déroger au projet qu'on propose, en général, c'est se planter. C'est se planter parce que ça ne peut pas être une politique, une vision politique, un projet pour un pays. Ça ne peut pas être des petites idées à la carte comme ça, où on prend ça, puis ça, et on ne regarde pas comment ça fonctionne. Il y a une cohérence à développer. Sur la question énergétique, il y a une cohérence réelle à se demander comment est-ce qu'on développe nos énergies. De quel pays on est dépendant, sur quel type d'énergie on met en place. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement, militairement, diplomatiquement, ensuite pour le pays. Ça, c'est des questions qui n'ont jamais été posées en France. On a développé le nucléaire, point. Qu'on ait dû garder nos troupes au Mali hyper longtemps pour sécuriser les voies d'accès aux mines d'uranium du Niger, on ne vous a pas demandé si c'était un bon choix. On ne vous a même pas expliqué que c'était une des raisons pour lesquelles on gardait des personnes aussi longtemps là-bas. Pourtant, ça a des conséquences très réelles. On a des militaires qui sont morts là-bas, qui ont combattu le terrorisme, mais il y avait parmi leurs devoirs la sécurisation de ces voies d'accès. Donc en fait, quand on choisit de revenir en arrière là-dessus, de redépendre du gaz, de redépendre du charbon, de redépendre du nucléaire, c'est ces choix-là qu'on fait. C'est pas rien, en fait, de se dire qu'on se met en dépendance par rapport à d'autres choses. C'est pour ça que nous, on pense que les énergies renouvelables nous permettent une meilleure indépendance. Déjà parce que au contraire, enfin bon, je ne vais pas rentrer là. C'est des choix en tout cas qui sont structurants. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas à la carte. On ne peut pas faire du recul tout le temps, on est obligé de le faire quand on n'a pas d'autres choix, par exemple quand on n'est pas aux manettes. Ce qui est souvent le cas pour les écologistes à travers le monde, je dois le déplorer. Et donc on se retrouve à faire des retours en arrière contraints. Il y a d'autres retours en arrière qui seront peut-être faits en Allemagne et sur lesquels la population n'est pas hyper d'accord. Hein. Le ticket climat à 9 € qui était expérimenté cet été pour utiliser tous les transports en commun qui existent, ça a eu un succès phénoménal, mais il ne va pas perdurer. Bon, mais ce n'est pas la population qui ne veut pas que ça perdure, c'est des décisions, des arbitrages financiers qui sont légitimes par ailleurs, qui doivent être élevés de prix, qui doivent être... Donc il y a plein de décisions, il y a des fois qu'on prend en incohérence et ça justifie pas, ça ne dit pas que ces décisions en incohérence, elles soient le fruit de l'exercice du pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des fois, dans un rapport de force, on perd et donc on prend des décisions qui ne sont pas forcément dans la cohérence du projet politique qu'on avait défendu. Ça altère un peu à tout ça. C'est la vie en politique, il y a des fois on gagne, il y a des fois on perd, mais en tout cas, ce n'est pas l'exercice du pouvoir qui contraint à prendre de mauvaises décisions. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on va vous laisser poser vos questions.
Et on va passer les micros. Je suis en train de réfléchir à si elle est pertinente. Bonsoir Madame la députée. Vous avez parlé lors de votre intervention du rejet de vos idées, notamment pour la coalition Ensemble au Parlement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les prises de position de certaines personnalités de votre parti, notamment Sandrine Rousseau, contribuent à décrédibiliser vos idées et peuvent les rendre impopulaires pour une partie de la population? Merci. Est-ce que vous pouvez juste me donner vos prénoms, comme ça je peux vous répondre? Lorenzo. Merci. Je disais à qui si je veux une question? Juliette. Comment elle s'appelle? Juliette. Ok, salut Juliette. Une seule question? Ah, On fait après? Ah, d'accord. Moi j'ai quelque chose. Lorenzo, bonne question. Je pense que dans une expression politique collective, elle doit avoir plusieurs tonalités. Qu'il y a des gens qui vont avoir une façon de s'exprimer plus douce, plus normée, et d'autres qui vont avoir une façon de s'exprimer qui sera perçue comme plus provocatrice ou qui sera volontairement plus provocatrice. Et qu'en fait, de ces tensions-là, on arrive à faire naître un questionnement qui peut grandir dans la société sur certaines questions. Ce que je pense très provocateur, c'est la façon dont, vous ne pouvez pas l'entendre parce que les micros sont directionnels à l'Assemblée. Par contre, vous pouvez le consulter sur le site de l'Assemblée nationale. Ce que je trouve très provocateur, c'est qu'à chaque fois qu'une femme parle, Monsieur Pradier hurle depuis l'autre bout de l'hémicycle « Va prendre ta verveine !» et que ce soit systématique. Ça ne pousse pas à avoir un débat sur ça. Mais ça, personne ne peut le voir. Donc parfois, en réponse à ça, il peut y avoir des propos qui montent un peu. Mais ce n'est pas forcément repoussoir. Après, on parlait tout à l'heure de radicalité. Cette radicalité-là, elle peut s'incarner aussi dans des mots comme ceux-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, notamment de femmes, qui se reconnaissent dans la radicalité d'une Sandrine Rousseau parce que dans un monde dans lequel les femmes, dans une société dans laquelle les femmes ne sont pas éduquées à dire non et éprouvent de grandes difficultés à dire non en société, avoir quelqu'un qui s'impose par une espèce de faculté à dire non tout le temps, ça peut répondre à une inspiration, à un besoin de représentation et à un discours dans la société. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah, oui. Bonjour madame, je m'appelle Sarah Nanex. J'ai plusieurs questions pour vous. Déjà sur un plan démocratique, parce que c'est dans le titre. Quel organe institutionnel à mettre en place dans une nouvelle république pour garantir le droit pour l'environnement? Enfin, voilà. Les politiques, comment est-ce qu'on met ça en place? Parce que vous avez parlé d'une nouvelle république, donc voilà. Oui? Ok. Great. Du coup, pour l'environnement, faut-il une réforme ou une révolution? Plusieurs questions. Troisième question. Trois questions, ok. Quel droit pour les animaux chez EELV? C'est bon? Alors, il n'y a pas un seul organe institutionnel dont on a besoin pour changer la structure globalement de notre République. Nous, ce qu'on propose, ça repose sur plusieurs aspects. Un, la proportionnelle. Deux, redonner plus de liens, plus de pouvoir au territoire. Les collectivités territoriales, par exemple, aujourd'hui, les villes, etc., ne peuvent pas s'exprimer. Ça
permet pas d'avoir un lien entre les besoins locaux et les décisions nationales. Donc pour ça, par exemple, on propose que le Sénat devienne une chambre des territoires, ce qui permet d'avoir une meilleure représentativité. Pour une meilleure représentativité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'Assemblée soit vraiment élue à la proportionnelle, pas qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on propose aussi, c'est la mise en place d'une chambre du futur pour permettre d'avoir une pensée, un conseil. En gros, c'est la fusion du CESE et de la Commission nationale du débat public, pour faire en sorte qu'on ait un organe qui soit à la fois de conseil, de suivi, et qui puisse aussi exercer un droit de veto sur certaines politiques pour développer des politiques qui soient pensées dans le long terme et qui puissent avoir un effet sur la vie qu'on a de tous les jours. Il y a encore d'autres organes législatifs qu'on propose de mettre en place. Je ne les ai pas tous en tête, mais ça fait partie en tout cas d'outils structurants. Après, il faut avoir en tête que les écologistes, on est aussi on est fédéralistes, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut qu'il y ait, un peu comme nos voisins allemands, des logiques de territoire, dont fait partie des réformes qu'on porte. Et aussi, alors parmi les réformes un peu plus radicales, pour reprendre un mot qu'on utilise plusieurs fois ce soir, il y a la proposition d'un 49.3 citoyen, qui serait un droit d'interpellation et de proposition dans l'Assemblée des citoyens en rassemblant 1% du corps électoral, on peut pousser des choses. C'est en lien avec ce qui a été beaucoup pensé, réfléchi, proposé autour des RIC, RIP et autres appellations. Il se trouve que les écologistes ont déjà mis en place localement un équivalent de référendum d'initiative citoyenne en Occitanie, le mandat dernier, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas un référendum d'initiative citoyenne, mais c'est un moyen pour les citoyens et citoyennes de saisir les autorités localement. Et je précise l'aspect local parce que dans chacune des déclinaisons que j'ai données, même la Chambre du futur, eh bien, il y a une déclinaison locale pour arriver à avoir une démocratie qui se vit à travers tous les territoires. Réforme et révolution, il y a un ersatz de réponse dans les réformes institutionnelles que je viens de dénoncer, dans ce que je vous ai dit, aussi sur les nécessaires changements. La révolution, c'est pas forcément de tout raser et de recommencer, c'est de changer complètement les façons de faire. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'on pousse. Après, comme on n'est pas d'une tradition d'extrême gauche, c'est pas par la voie de la révolution de la rue, mais c'est bien par la voie de la révolution des urnes qu'on poursuit ce chemin-là. Et sur les droits des animaux, alors on a conquis pas mal de droits au niveau européen, mais qui mettent quelques années à se traduire dans la législation française. On avait porté plusieurs projets de loi, notamment sur les questions d'élevage et d'abattage pour sortir de la... Je ne trouve pas d'autre mot que boucherie, mais voilà, sortir de ça. On a fait passer des directives européennes sur le transport des animaux. En région Aquitaine, quand on avait les vice-présidences, on a interdit le broyage des poussins et la castration des porcelets, je crois. En tout cas, les poussins, c'est sûr. On ne savait pas, mais les poussins, quand c'est des mâles, on n'en a pas besoin dans l'industrie pour pondre. Donc, on broie directement les poussins mâles, voilà, dans une broyeuse. Donc voilà, on a fait des choses comme ça pour l'interdire et on se bat contre les pratiques cruelles et inutiles, la chasse à courre, les galeries. La corrida, évidemment, quand on sait que la corrida est une tradition qui ne vient pas de France, mais plutôt d'Espagne, en Espagne, elle est interdite dans une partie du territoire, on peut s'interroger sur la volonté de l'industrie de la corrida de la maintenir aujourd'hui. Voilà quelques exemples pour défendre les droits des animaux de façon pratique. Globalement, on est pour reconnaître que le vivant a son mot à dire dans le droit. Et reconnaître un droit au vivant. Pardon, c'est ce que je pensais que... J'ai fait les 3 questions, c'est bon. Voilà, j'ai fait trop d'interrogations, il y a 10 mains levées là. Vas-y, hein. Faut aller chercher. Bonjour Madame. J'avais une question, plutôt une remarque que je fais dessus.
Aujourd'hui, l'écologie devient de plus important, enfin de plus important pour tout le monde actuel. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y a une seule réponse qui est proposée aux Français, c'est celle de votre parti. Et je voulais savoir si vous pensez qu'il n'y a pas justement un travail à faire sur des tas de solutions, peut-être au sein des autres partis. Et si vous pensez que votre voix est la seule et unique, et la seule qui doit être entendue, la seule qui devrait être appliquée. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ça. On fait une parole toujours. Alors, apporter l'écologie politique en France, oui. Il n'y a que le pôle écologiste, enfin les partis écolos qui fonctionnent ensemble. Après, à avoir des propositions sur l'environnement, voire avoir une pensée écolo, il y a d'autres parties. C'est pas, on n'a pas privatisé l'écologie, mais de fait, l'écologie politique, elle a une structuration, une famille, et le seul endroit où c'est cette question-là qui structure toutes les décisions, tous les arbitrages, la structuration sociétale qu'on propose, c'est chez nous. Donc, on n'est pas les seuls et on est content quand on arrive à embarquer des gens avec nous. Il y a eu, il y a quelques années, le parti de gauche qui a scindé, quand Jean-Luc Mélenchon quitte le Parti socialiste, c'est une rupture sur la question environnementale, sur la question écologique après, que se fait cette bascule. Donc il y a des gens à gauche qui font ce travail-là. Après, il y a eu le mouvement de Benoît Hamon, qui aujourd'hui s'appelle Génération.s, qui a fait cette même rupture avec le même partenaire historique de la gauche, donc le Parti socialiste. Donc il y a une gauche qui s'écologise et qui fait un super travail aujourd'hui. La preuve, on a un programme commun. Donc voilà, il n'y a pas de privatisation, mais il y a quand même un seul espace politique qui est fondé sur cette réflexion-là. Et par contre, il n'y a pas que l'écologie politique qui fait de l'écologie politique. Il y a les citoyennes, les citoyens, il y a les ONG, il y a tous celles et ceux qui se mobilisent d'Alternativa, Extinction Rebellion, en passant par les gens qui proposent des expérimentations de potager partagé, de récupération, de tout ça. Donc il y a une vie de l'écologie dans ses formes politiques, c'est-à-dire de transformation de la société ailleurs touchée. Je passe à la question. Vas-y, Chloé. Bonsoir, Madame la députée. Alors j'ai une question qui est en rapport avec l'écologie, mais avec le monde politique en général. Donc, récemment, on a entendu parler de plusieurs affaires liées au VSS, que ce soit l'affaire Manu chez les écologistes ou l'affaire Quatennens chez la France Insoumise et d'autres affaires qui sont peut-être passées sous silence dans d'autres et traitées de façon différente. Et donc, ma question pour vous, c'était, à votre avis, comment est-ce qu'il faut gérer eh bien, ces cas qui, comme certains l'affirment, relèvent de la vie privée, mais qui finalement touchent des personnes du monde politique, que ce soit donc, à l'intérieur des partis, de notre parti, de la NUPES, ou encore eh bien, du Parlement et des différentes institutions. Merci. Alors c'est un sujet sur le... Enfin, on est en plein dedans, et moi, particulièrement de fait, puisque je fais partie du groupe de députés écolo et que ça fait 5-6 ans que je travaille directement et en binôme avec Julien Bayou. On est très concernés par ce qui se passe. Je trouve aussi que depuis 2017, on a mis en place d'abord une cellule d'écoute pour recueillir la parole des personnes, puis on a amélioré en cellule d'enquête, puis on a rajouté des sanctions, puis on a fait tout ce travail-là. On l'a pas fait parce que chez nous, Beaupin serait la partie émergée de l'iceberg. On l'a fait parce qu'il y a deux choses qu'il faut arriver à bien avoir en tête. Il y a la loi, face à laquelle on doit pouvoir
protester quand il y a un préjudice qui a été subi, des violences sexuelles, sexistes. Donc il y a des moyens pour. Bon, je ne vais pas vous ressortir les chiffres du traitement effectif des affaires de viol, etc. C'est pas encore opérationnel. Mais voilà, il y a le domaine de la loi. Et après, il y a notre responsabilité en tant que collectif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on permet aux femmes, aux hommes d'ailleurs, enfin aux personnes, de pouvoir militer dans des conditions sereines. Militer dans des conditions sereines, c'est pas juste ne pas se faire violer, ça c'est la base. Mais c'est aussi savoir qu'il n'y aura pas des hommes qui vont utiliser, je dis des hommes parce que c'est quand même le plus souvent des hommes, qui vont utiliser leur position pour obtenir des faveurs. Que si vous êtes saoul à la fin d'une soirée, vous savez que vous allez dormir seul et dans votre lit et que vous ne terminerez pas ailleurs. Ça, c'est pas forcément en dehors de la loi totalement. Il n'y a pas une ligne dans le code pénal qui va sanctionner ça. Mais nous, notre devoir, c'est d'assurer que chaque personne chez nous soit sûre que quand elle milite chez nous, ça se passera bien. S'il y a quelque chose qui dérape, ça peut arriver, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir plein de raisons. Mais s'il y a quelque chose qui dérape, elle a des moyens de rappeler à l'ordre la personne, et si ça a dérapé plus, d'avoir une justice derrière. Et tout ce qu'on a mis en place, c'est pas parce qu'il y a plus de soucis chez nous, c'est parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de soucis chez nous. Sauf que la société, elle n'est pas au diapason de notre attente. Nous, pour vous donner un exemple, l'an dernier, on a viré un adhérent qui était là depuis très longtemps pour 2 mains aux fesses il y a 10 ans. Parce que c'est pas rien pour nous. Déjà, une main aux fesses, c'est caractérisé dans la loi comme étant une agression sexuelle. Ça n'aurait jamais été puni devant la justice, mais quand on dit qu'on doit donner des conditions sereines de militance, ça passe aussi par ça. C'est pas une chasse aux sorcières, c'est juste de dire que quand on est chez nous, on peut y être tranquille. On peut avoir sa place. On ne sera pas en danger. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que c'est pas... c'est forcément dans le domaine de l'intime, mais c'est aussi politique. Parce que c'est les conditions... c'est la culture commune que l'on développe qui en découle. Et je disais en plaisantant des noms d'hommes de 2 autres partis politiques, plus un qui n'est dans nos cœurs et qui est plutôt vu comme proche de nous, même s'il nous a toujours méprisés. Donc Hulot, Darmanin, Abad, on est dans des cas, je peux vous en donner d'autres. Il y a Simian par exemple, qui est condamné pour avoir tapé sa femme, qui siégeait encore il y a pas longtemps à l'Assemblée. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a peu de partis politiques qui ont le courage de dire que donner des bonnes conditions, des conditions en sécurité, notamment pour les femmes, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied. Que de dire à une société dans laquelle mettre une main aux fesses, les 3 quarts du temps on vous dira ça va, ça arrive, il n'y a pas mort d'homme. C'est ça en fait, la référence, il n'y a pas mort d'homme. Dans cette société-là, dire nous on ne veut pas de ça. On lutte pour une autre société et donc on se donne chez nous les moyens d'y parvenir, c'est pas gagnant en fait. L'image qui va en être, ça va être, c'est le parti, c'est soit ce qu'on nous reproche, c'est le parti des violeurs, des harceleurs, etc. La réalité c'est que chez nous il y a les moyens de dire ça s'est passé, je ne veux plus que ça se passe. Peut-être qu'ils sont trop poussés, peut-être qu'on en demande trop par rapport à là où en est la société. Ce qui est sûr, c'est que dans les autres partis, notamment à droite, à l'extrême droite a fortiori, ça n'existe pas. Il y a une personne qui est aujourd'hui une personnalité politique importante de Renaissance, qui est Aurore Berger. Elle parle un jour de ce qu'elle subit en tant qu'élue locale à l'intérieur des LR, et elle est blacklistée. Et elle se retrouve chez La République En Marche depuis Renaissance. Ça lui a bien réussi, elle est chef de groupe. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les femmes, dans ces espaces-là, n'ont pas le droit de parler. Je n'arrête pas de le dire ces jours-ci, c'est pas pour renvoyer à d'autres, mais si vous tapez les mots-clés viol et rassemblement national, je vous laisse découvrir le nombre d'occurrences dans plusieurs régions, sur plusieurs années, vous allez trouver dans la presse quotidienne régionale, mais pas ailleurs.
Ce que je dis, c'est que ça fait système les violences faites aux femmes. Et en fait, pour attaquer un système, il faut se doter d'outils. Quand on se dote d'outils, on se dote d'un thermomètre. Quand il y a un thermomètre, on peut voir qu'il y a de la température. La France insoumise et nous, on a mis en place des cellules d'écoute, mais aussi, pour ce qui nous concerne, de sanctions réelles. La France insoumise a des sanctions, mais comme il n'y a pas de carte d'adhérence, c'est plus compliqué d'appliquer ces sanctions. Nous, ça veut dire que les personnes, pendant plusieurs années, ne pourront pas réadhérer chez nous. Que si elles sont élues, c'est les sanctions maximales que je cite, qu'elles peuvent être sorties des groupes d'élus dans lesquels elles siègent. Il peut y avoir aussi des poursuites judiciaires au titre de l'article 40, etc. En fait, on essaye de faire en sorte que ce qu'on fait transforme notre société, notre collectif, et après, ça puisse servir pour transformer la société. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'aujourd'hui, en France, par exemple, pour une femme sur 6, sa première relation sexuelle, elle est subie, elle est non voulue, elle est parfois violente. 1 sur 6. C'est comme ça que se constitue le rapport des femmes à la société aujourd'hui en France. Entre 18 et 25 ans, c'est 1/4 des femmes qui vivront des relations sexuelles non consenties. C'est des chiffres qui sont terrifiants, c'est aujourd'hui, c'est dans notre pays. Donc en fait, quand on a conscience de ça, on a conscience du travail immense qu'on a à faire, de l'exemplarité terrible qui incombe aux responsables politiques. Même n'est pas important, même n'importe qui. On a une responsabilité terrible pour faire avancer cette société, parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2022, on en soit encore à ces chiffres-là et que ça conditionne la société de demain. Donc ça fait un peu mal, ça fait même très mal, surtout quand c'est des proches qui sont en accusation, parce que même si on pense que les accusations ne sont pas fondées, on a un devoir, c'est de dire, on prend des décisions qui sont toujours les mêmes, une mise en retrait, une enquête, et une fois que le résultat de l'enquête sera donné, on l'appliquera. Ça ressemble un peu à la loi, ça ne se substitue pas à la loi, mais ça assure au moins que chez nous, on essaye de transformer les choses à notre petit niveau. Et donc pour finir, ça y est, je m'étais perdue dans ma phrase, la signifie, tout ça. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas dans chaque école, dans chaque université, dans chaque entreprise, des cellules comme on a chez nous. C'est pas normal qu'à l'école, il n'y ait que l'infirmière et que les gamines ou les gamins, par ailleurs, puissent aller saisir s'il y a un problème de violence sexuelle ou sexiste. C'est pas normal qu'on n'ait rien qui existe de réel en dehors de la possibilité de déposer plainte. On n'a pas toujours envie de déposer plainte. Et la justice, la police, aujourd'hui, n'a pas les moyens de recevoir toutes ces plaintes. Donc ça, c'est plutôt dans ce sens-là que je le verrai. Il faudrait qu'il y ait des cellules comme ça partout, des thermomètres obligatoires partout. Et ces affaires ont au moins eu un aspect positif, c'est que se pose la question aujourd'hui dans le débat public d'imposer ça absolument partout. Bon, nous, on a déjà ça, on ne demande pas mieux que l'améliorer et d'être aidé pour améliorer. Donc, tous les ans, on va continuer et le travail il est colossal. Pardon, je suis désolée, c'est vraiment un sujet important pour moi et je pense pour la société. On ne construira pas de société écologiste, on ne construira pas de société progressiste si on n'arrive pas à construire au moins l'égalité entre les deux moitiés de la planète. Il y avait plein de derrière. C'est ça, tout de chacun. Bonsoir, madame. Les partis d'extrême droite se renforcent notamment par la dimension transnationale. La Suède, la Hongrie, la Pologne et l'Italie constituent aujourd'hui un groupe qui peut bloquer l'Europe, notamment sur les questions écologiques. Tout d'abord, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et ensuite, pourquoi les partis écologistes européens n'arrivent pas à créer une dynamique écologique d'ampleur continentale. Merci. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on prenne plusieurs questions d'un coup, genre on en prend 3 parce que sinon ça va faire plein de frustration et j'essaie de répondre en plus vite. Le micro n'a plus de batterie, mais vas-y, au pire, lève-toi et parle fort. Mais je vais avoir besoin d'un prénom. Lève-toi, lève-toi. Attends. Bah, Chloé, attends. Tu me dis si j'ai le droit. Hein. Vas-y, je te prie de te lever. Vas-y, Laurent.
Bonsoir Madame Régol. Bon, j'ai pas le droit à un micro, mais j'ai aussi une question. Parce que dans les deux premières questions, vous releviez des nœuds, le nœud du court terme, long terme et le nœud du débat difficile avec la majorité présidentielle. Et moi, je voulais juste vous demander, j'aime bien l'initiative d'une sixième république ou d'une refonte du système, quel que soit son nom, mais est-ce que, à l'échelle de votre mandat, donc du court terme ou un peu plus du moyen terme, est-ce qu'on a les moyens d'accentuer le pouvoir, ou plutôt le rôle du citoyen, qu'il soit dans l'action, dans la prise de décision, pour qu'il joue son rôle à fond, pour dynamiser cette démocratie, à l'image des témoignages des débats dans l'Assemblée nationale, s'enlise un peu. Je notais par exemple, vous releviez le 49.3 citoyen. À quelle échéance est-ce que vous projetez pouvoir réaliser des choses comme ça? Merci. Et on en prend une troisième, je réponds une trois. Ah non, c'est pas important. Bonsoir Madame la députée, je m'appelle Juliette Petit et je voudrais savoir, aujourd'hui, la transition énergétique, c'est le défi sans doute principal auquel l'humanité va devoir faire face si elle veut être durable. Donc je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à l'énergie nucléaire, qui est une énergie qui a des inconvénients, mais qui est peut-être l'une des seules qui peut se permettre d'allier un bon rendement et l'absence de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Et si pour vous, l'énergie nucléaire n'est pas la réponse, quel est pour vous le futur de la production énergétique en France? Merci. Alors, Antoine, si j'avais la solution, si on avait la solution avec l'ensemble des partis verts européens pour prendre le pouvoir, bon ben, on l'aurait déjà fait. Il y a certainement dans notre expression, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on promeut, des choses qui ne doivent pas totalement accrocher. Mais il y a quand même une progression certaine des écologistes à travers l'Europe. Les trois espaces politiques qui progressent, c'est les partis issus du champ libéral, du libéralisme. C'est, on peut mettre Macron dans cette case-là par exemple, c'est les partis issus de l'extrême droite et ce sont les écologistes. Donc il y a quand même une espèce de poussée comme ça. Alors avec nous, bon, un truc assez clair qu'on n'est pas très proche idéologiquement des deux autres qui poussent, hein, mais donc c'est un combat comme ça. Avec une différence quand même, c'est que gouvernance écolo, on ne sait pas trop ce que c'est aujourd'hui à l'échelle de la planète. On n'a pas trop connu des dirigeants écologistes et que c'est toujours compliqué de se projeter dans quelque chose qu'on n'a jamais connu, alors que quelque chose qu'on a connu, on peut avoir une vague idée, voire idéaliser quand on a oublié ce que ça représentait au pouvoir. Et effectivement, il y a un vrai tournant international sur la façon dont l'extrême droite se développe, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des gains dans plusieurs pays, au nord au sud, c'est aussi un travail en international entre responsables politiques de chacun des pays où ça progresse. Ça inclut les États-Unis, le Brésil et d'autres, avec une espèce de triangulation pour avoir une meilleure image, s'appuyer sur l'international pour montrer qu'on a une meilleure image, etc. Tout ça est fort inquiétant, puisque comme je vous le disais au début, à un moment donné, les climato-sceptiques, ils sont du côté de l'extrême droite. Mais un autre truc qui est inquiétant, c'est que l'extrême droite, il y a quelques années, elle essayait de faire un peu semblant. Alors elle met toujours des costumes, cravates, elle a toujours un verbe qui n'est pas très radical pour surtout ne pas faire peur. En revanche, ces valeurs, elles n'ont pas bougé. Premier discours à l'Assemblée nationale, c'est pour pleurer l'Algérie française. Une des lois qui est déposée là récemment, c'était pour... je vais essayer de retrouver les mots justes pour ne pas dire pour qu'on devienne toutes des lapines, mais pour accentuer le taux de natalité en France. Je crois que c'était les termes exacts. En gros, bienvenue dans la servante écarlate. Je ne parle de mon accent anglais absolument terrible. Mais c'est ça, en fait. Et puis, c'est le retour de l'antisémitisme assumé, avec les pancartes qui ont un certain nombre de minutes, etc. L'extrême droite, elle progresse parce qu'elle a lavé son image.
La réalité des valeurs et de ce qu'elle fait, en revanche, elle n'a pas bougé d'un iota et elle est toujours coincée il y a fort longtemps et dans la mythification du passé. Vous ne m'avez pas donné votre prénom par contre. Laurent. Laurent. Donc réforme institutionnelle sur le mandat pour renforcer le rôle citoyen. Alors on avait espoir qu'il y ait, parce qu'on n'est pas les seuls à dire qu'on peut changer les choses, il y a des partis, même dans la coalition présidentielle, qui nous rejoignent sur, je sais pas, la proportionnelle par exemple. C'est même la grande promesse qui unit le MoDem et la République en marche au début, puis Renaissance. Et donc il y avait sur la table un projet de loi proportionnel porté par Mattei qui a disparu depuis et qui devait être présenté la semaine prochaine ou la semaine d'après dans la niche parlementaire du MoDem. Donc même quand ça vient du camp, enfin des alliés en tout cas, du camp présidentiel, tout ce qui va dans le sens d'un peu plus de pouvoir aux citoyens semble disparaître assez vite. Il y a des initiatives locales qui peuvent se mettre en place. Je vous faisais référence tout à l'heure au RIC local en Occitanie. Pas tout à fait un RIC, mais c'est une chose qui peut être, qui permet aux citoyens d'Occitanie de pouvoir se saisir de sujets au niveau de la région. Donc oui, c'est possible sur l'espace d'un mandat. En revanche, une loi structurante sur laquelle on arrive à emporter nos camarades, je ne sais pas, sur le 49.3 citoyen pour peut-être compenser les 49.3 qui se profilent là. Je ne suis pas persuadée qu'on arrive à faire une majorité, mais on va continuer à pousser ça dans les diverses niches parlementaires dont on dispose à l'Assemblée. Comme on est une coalition, comme la coalition présidentielle, il y a 4 partis, on est 4 partis, donc ça fait à chaque fois 4 occasions de proposer des lois devant la représentation nationale. Ça répond à peu près à votre question ? Très bien. Aussi Antoine, ça répondait à peu près. Et Juliette. Alors, c'est gentil parce que tout à l'heure, j'avais commencé à parler du nucléaire, je ne suis pas allée au bout, donc vous deviez vouloir savoir ce qu'il y avait derrière. Le nucléaire, c'est un choix politique. C'est un choix politique parce qu'en fait, de là découlent tous les choix économiques et diplomatiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un choix politique aussi parce qu'il est centralisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une centrale par ville, mais qu'il y en a un peu sur tout le territoire. Il y a une déperdition, d'après les spécialistes, d'à peu près 60-65% entre l'endroit où c'est produit et l'endroit où vous l'utilisez. C'est logique, il y a de longs réseaux pour nous. Après, ça a des avantages, c'est vrai, ça pollue peu. En tout cas, sur son cercle d'émission finale, sur le cercle d'extraction, on n'est pas tout à fait là-dessus. Alors c'est sûr, ça pollue loin de chez nous et ça condamne à des cancers rapides des gens que l'on ne connaît pas, mais ça reste une réalité quand même du nucléaire. C'est valable aussi pour les terres rares qui composent nos téléphones portables et nos ordinateurs. C'est pour ça qu'il faut faire avancer les choses, ces choses-là. Mais pourquoi je vous dis que c'est un projet politique et que tout découle de là, c'est que si vous mettez l'argent de l'énergie sur le nucléaire, vous ne pouvez pas le mettre ailleurs. Vous ne pouvez le mettre ni sur la recherche sur les énergies de demain, ni sur le développement des énergies renouvelables. Or, on ne pourra pas continuer comme ça. Cet été, la moitié du parc nucléaire français à l'arrêt, des factures d'électricité qui explosent. Moi, j'ai beaucoup entendu que les renouvelables étaient intermittents. C'est vrai, ils sont intermittents sur quelques heures, sur quelques jours. On sait stocker l'énergie à ce moment-là. On sait la stocker pour la restituer après. Être intermittent pendant plusieurs mois, par contre, il n'y a aucune capacité de stocker l'énergie pour la restituer après. C'est ça le nucléaire aujourd'hui. Ça va le devenir d'autant plus. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des refroidissements. C'est ça les nuages de fumée que vous avez autour. C'est pour ça que les centrales sont installées à proximité le plus souvent de ressources en eau. Les rivières, les mers, les fleuves, peu importe. Et en fait, avec le réchauffement climatique, c'est pas possible de tuer la vie dans les rivières parce qu'on y redécharge d'autres choses. C'est pas possible de ponctionner de l'eau alors que ça devient une ressource essentielle pour la faire s'évaporer. Et non, il ne va pas y en avoir autant qui va redescendre après par la prochaine pluie. C'est pas tout à fait comme ça que le cycle de l'eau fonctionne. Donc c'est un choix politique. Oui, ça pollue peu. Oui, ça permet de produire beaucoup. Mais les à côté sont colossaux.
Et c'est pour ça que je ne crois pas à l'énergie nucléaire et que je défends la sortie du nucléaire. Alors pas en arrêtant tout d'un coup, évidemment. Déjà parce qu'il faut accompagner par la création d'autres sources d'énergie et que la France est le bonnet d'âne européen en matière de développement des énergies renouvelables. C'est alors pour ça qu'on a un projet de loi sur le développement des énergies renouvelables qui est très bien brandé, très bien vendu. Il sert juste à compenser ce qu'on n'a pas fait pour remplir nos objectifs européens. Et encore une fois, on est le seul pays à l'échelle européenne à ne pas être en capacité de remplir les objectifs qui avaient pourtant été signés à Paris en 2015 en accord de Paris. C'est quand même fort dans tout ça. Et donc, je pense qu'on doit accompagner cette sortie, le faire sur les années qui viennent. Techniquement, on peut sortir du nucléaire pour 2030. Pour que ça se passe correctement et de façon plutôt 2040. Si on veut vraiment prendre son temps, 2050, mais je ne vois plus trop l'utilité des 10 années qui restent. Parce qu'on a la possibilité de miser sur des ressources qui sont permanentes, l'air, l'eau, la chaleur qui va être bien, le soleil, et qu'en mixant tout ça, on n'a pas plus d'émissions de CO2 qu'avec le nucléaire. On a un coût de l'énergie qui est inférieur et on a la capacité d'arriver, c'est ça le mix, à jongler entre telle et telle source d'énergie, telle source d'énergie ou telle source d'énergie, ce qu'on ne peut pas avec le nucléaire. Et surtout, que la chaleur soit supérieure à cet été, que les hivers qui viennent soient encore plus glacés que les précédents, n'empêchera pas ces énergies de continuer à tourner et donc ne fera pas que les Français auront une facture d'électricité colossale à payer. En plus, le déploiement d'un parc éolien terrestre, d'un parc photovoltaïque, c'est une installation qui est maximum 1 an. C'est-à-dire qu'en 1 an maximum, vous arrivez à installer quelque chose de nouveau. Ce qui me fait continuer à dire que c'est très politique, c'est que là, soi-disant, pour compenser les pertes de cet hiver, on importe, je vous disais, du gaz de schiste et on réouvre des centrales à charbon. Sauf qu'en fait, elles ne sont pas tout à fait opérationnelles pour cet hiver et qu'on aurait très bien pu lancer la construction de nouvelles structures d'énergie renouvelable, qu'elles soient opérationnelles pour l'hiver suivant, exactement comme ce qu'on est en train de faire, avec une différence colossale, c'est que ça n'aurait pas pollué. Donc je crois aux énergies de demain, je crois au développement technologique, mais je ne crois pas qu'on inventera dans 10 ans le dépollueur de déchets nucléaires et que ceux qu'on a mis sous le tapis à dur seront miraculeusement exempts de toxicité. C'est là ce qui nous oppose, notamment avec Jean-Marc Jancovici et les gens qui défendent le nucléaire à tout prix. Ils acceptent, ils conscientisent que c'est aux générations futures de gérer la fameuse poussière radioactive sous le tapis, où on considère que penser le temps long, c'est penser à ne pas laisser une facture colossale, à savoir celle des déchets nucléaires, aux générations qui viennent. Donc c'est penser dès aujourd'hui des énergies qui ne pourront pas dans l'avenir. Voilà pourquoi je pense qu'il faut urgemment sortir du nucléaire, on en a les moyens. On doit avoir un débat public autour de ça, ce qu'on n'a jamais eu quand on nous a imposé le nucléaire. Et qu'en plus, spoiler, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Ça va être ma question. Je crois. Parce que la réponse, c'était pas la question, c'était pas la question. Je dis à voir. Attends, je vais voler la batterie, moi je plus. On m'a fait penser un petit de livre de Christopher Stone et qui concerne un droit pour la vidéo, pour le site. Pour vous, je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce qu'il faudrait accorder une personnalité juridique à la nature, bien sûr avec des représentants, comme ça a été fait à petite échelle dans d'autres pays? Alors oui, on milite pour ça depuis un moment. On milite pour inscrire dans nos textes, que ce soit au niveau français, même au niveau européen, dans des traités, ces notions, c'est l'écocide, pour qu'on puisse vraiment poursuivre les gens qui attendent à la nature et donc à notre vie directement ou indirectement.
Et donc, oui, parmi les outils juridiques du travail, donner une personnalité juridique à la nature, ça a déjà été fait ailleurs. Il y a des fleuves qui sont reconnus comme ayant une personnalité juridique. Voilà. C'est un des outils juridiques les plus forts pour faire en sorte que, comme le réchauffement climatique fait que les gens qui sont couchés de la lavande dans la Drôme ne peuvent plus continuer leur activité, reconnaissent que cette lavande, elle a subi un préjudice et que donc on puisse travailler là-dessus. Aujourd'hui, on peut travailler sur le préjudice économique de la personne. Il ne faut pas travailler sur le fait que si la lavande, quand elle est exploitée, c'est toute une nature qui meurt avec. Sinon, je peux vous donner un exemple avec Marcheux sur les fonciers. Bientôt, le vin de Bordeaux, il sera fait, celui avec ce goût-là, au sud de l'Angleterre, et du côté de Bordeaux, on ne pourra plus appeler ça du vin parce qu'il y aura trop de degrés. C'est considéré comme un alcool fort, c'est ça qui est en train de se produire avec des vins de plus en plus élevés en degrés dans le sud et du vin qui commence à prospérer dans les pays du Nord. Bon, c'est pas dramatique, moi j'aime bien notre terroir, donc j'aime bien qu'on puisse continuer à avoir des vignes qui ne soient pas sous une trop grosse chaleur. Continuer à donner des raisins qui ne donnent pas trop de sucre. Pour terminer sur un peu plus de légèreté. Merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir. Merci pour votre écoute et vos questions. J'aimerais qu'on remercie avant qu'elle parte, Madame la députée, pour cette déclaration.